Bonjour à toutes et à tous et surtout bonne année, oui très bonne année à l'écoute de Radio Prague International, Šťastný Nový rok, comme on dit en tchèque, et comme toutes les fins d'année et tous les débuts d'année en général, nous avons droit au best-of de la rédaction francophone de Radio Prague International. Et cette année, c'est également l'occasion d'écouter un best-of. On a beaucoup parlé, hélas, de Covid-19 cette année sur nos ondes, mais ce best-of sera garanti sans coronavirus. J'espère que vous êtes bien installés. On commence avec de l'histoire et on commence avec Pierre Monet, directeur d'études à l'EHESS en France, directeur de l'Institut franco-allemand des sciences historiques et sociales à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Pierre Monet est l'auteur de la première biographie en français consacrée au roi de Bohême et empereur Charles IV, biographie parue chez Fayard. En février dernier, il était revenu avec Anna Kubishta sur le destin exceptionnel de Charles IV, ce personnage historique à la fois lettré, grand voyageur, polyglotte, stratège des alliances matrimoniales destinées à consolider son pouvoir dynastique, mais aussi Charles IV, mécène et collectionneur de reliques, un personnage qui est aussi l'auteur d'une autobiographie unique en son genre et en son temps. Pierre Monet. Tout à fait, merci d'attirer l'attention sur ce texte qui, comme vous l'avez dit, est tout à fait exceptionnel. Non pas qu'on ait une seule autobiographie royale au Moyen-Âge, d'autres rois, notamment en Aragon, en Suède, d'autres rois ont écrit sur eux-mêmes, mais pas sous une forme aussi aboutie, aussi structurée que le fait Charles IV dans cette Vita. Donc document exceptionnel, absolument. Second élément qui peut éclairer aussi l'importance de ce texte, il décide vraiment dans toute une partie du texte d'employer la première personne du sujet, c'est-à-dire il parle en disant « je ». Et là, on a un moi qui est tout à fait singulier. Le contenu aussi de cette Vita m'a paru absolument extraordinaire dans la mesure où c'est pas un récit tout à la gloire de Charles IV. Bien sûr, il s'en sort bien, il ne dit pas de choses méchantes sur lui-même, mais il dévoile des aspects que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. Les relations difficiles parfois avec son père, Jean l'Aveugle, le roi de Bohême de la première moitié du XIVe siècle, donc venu du Luxembourg, qui a épousé la dernière descendante des Přemyslides. D'autre part, les difficultés qu'il a rencontrées dans les campagnes militaires en Italie. Les difficultés aussi qu'il a eues à se réapproprier en quelque sorte un royaume de Bohême qu'il ne connaissait pas si bien que ça, qu'il a trouvé à ses yeux dans un état pas forcément formidable lorsqu'il y est revenu au début des années 1330. Et autre élément aussi qui m'a semblé important, ce sont des passages dans lesquels vraiment il dévoile quelque chose de très moderne lorsqu'il parle de ses rêves, de ses peurs, de ses doutes. C'est quelque chose qui, pour un roi, est tout à fait singulier. Avec les Tchèques, il suffit de briser la glace, mais il faut faire le premier pas. C'est le titre qu'avait choisi Anaïs Rimbaud pour publier cet entretien réalisé avec David, courtier automobile originaire de Bretagne. Il vit à Prague depuis le 16 janvier 2019 et s'il n'a pas oublié la date précise de son arrivée en Tchéquie, il ne semble pas prêt de décider de celle de son départ. Pour raconter son histoire, David avait tenu à rencontrer Anaïs Rimbaud dans le bar Úsadu du quartier de Žižkov à Prague, un lieu pour lui hautement symbolique puisque c'est à Úsadu qu'il a pris il y a quelques années ce qu'il appelle l'une des meilleures décisions de sa vie. Je m'appelle David, je suis français originaire de Bretagne. J'ai 36 ans et je suis passionné d'automobile. D'ailleurs, c'est en France que j'ai fait une grande partie de ma carrière dans l'automobile où j'ai toujours travaillé dans ce milieu-là. J'aime aussi beaucoup le running comme sport où je pratique beaucoup, notamment ici en République tchèque où j'ai recommencé récemment à courir et où je vais participer d'ailleurs au marathon de Prague l'année prochaine. J'aime effectivement la ville ici et la vie, donc c'est pour ça que je suis là. L'endroit où on est, donc
au Sadou à Žižkov. C'est justement à cet endroit-là où quand je suis revenu quelques mois avant de m'installer ici en République tchèque, quand je suis revenu voir mon ami. Et on a discuté ici dans ce bar et c'est à ce moment-là que je lui ai dit écoute, je reviens à Prague, mais cette fois-ci pour m'installer et pas justement que pour visiter. Donc c'était une des meilleures décisions en fait que j'ai prises jusqu'à maintenant, je pense. Alors, il y a beaucoup de choses que j'apprécie et que j'ai appris à apprécier ici. La première chose qui m'a frappé en fait quand je suis arrivé de France dans les premiers jours, c'est une certaine forme de simplicité. Alors on en parlait un peu avec quand j'ai ouvert mon entreprise, mais de manière générale en fait la simplicité de vivre ici, c'est assez frappant en fait. Il y a on se complique pas la vie en fait. Les Tchèques, dans la culture, ce que j'ai compris en tout cas dans la culture tchèque, c'est qu'il y a une certaine, on va pas chercher à en faire beaucoup pour être heureux ou alors à voyager énormément ou alors en tout cas il y a cette différence avec la culture française que j'ai notée qui est relaxant ici en fait. Donc cette simplicité de vie qui est apaisante. Et c'est ce que j'ai apprécié tout de suite, c'est le stress qu'on peut accumuler en France. Bien ici, en fait, il s'est un peu évaporé parce que je pense qu'on peut appeler la vie un peu la vie de bohème, mais c'est vrai qu'on ressent ce côté-là ici avec les Tchèques, une certaine sérénité. Mais ça se voit à tous les coins de rue, ou même on les voit partir le week-end dans la nature. C'est vrai que c'est des plaisirs simples et c'est en ça que je pense que la culture tchèque a à apprendre peut-être à la culture française ou à d'autres cultures. Et c'est ce que j'apprécie le plus. Vous êtes toujours à l'écoute du best-of de la rédaction francophone de Radio Prague International pour l'année 2021 et on continue avec du cinéma d'animation bien particulier avec la peintre et réalisatrice française Florence Miaille qui a présenté cette année au Festival du film français à Prague son long métrage intitulé La Traversée, sorti en septembre dernier en France et qui a obtenu le prix du jury au dernier festival d'Annecy pour son film qui est le tout premier long métrage d'animation jamais réalisé en peinture à l'huile sur verre. Florence Miaille s'est inspirée de l'histoire de sa famille qui trouve ses racines dans les shtetls de Russie. Coécrite par Marie Desplechin, La Traversée raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, Adriel et Kiona, qui ont fui un pays totalitaire et se retrouvent séparés de leurs parents sur les routes de l'exil. Près de la moitié du travail d'animation a été accompli à Prague par l'équipe des animatrices d'un studio tchèque et au micro de Magdalena Hrozinkova, Florence Miaille a parlé de cette collaboration, de son style d'animation expérimental et de la mémoire familiale. Podívej. Takhle to u nás vypadalo, když jsem byla malá. To je naše vesnice, Nový Varna. Adriel, jdeme. Kam jdete? Na nádraží, najít rodiče. La Traversée, c'est mon premier long métrage, mais avant j'avais fait pas mal de courts métrages et c'était tous des courts métrages qui étaient faits directement sous la caméra. C'est-à-dire qu'en fait c'est le même système que les marionnettes. Les dessins ne sont pas dessinés à l'avance pour être ensuite filmés, mais ils sont dessinés, effacés, redessinés, effacés, redessinés, ou bien recouverts, progressivement recouverts pour à chaque fois prendre des images de la transformation des dessins. Et voilà, donc c'était une technique que je connaissais. Elle a évolué vers la peinture sur verre pour les besoins du long métrage, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pensé à un long métrage, je voulais vraiment qu'il soit dans la technique, dans le type de technique en tout cas que j'avais développé dans mes courts métrages. C'était pour moi très important que ça reste très artisanal et très artistique. C'est ma signature et c'est ma façon de faire les films. Vous avez réalisé ce film donc en partie en France, mais aussi en Allemagne et en République tchèque. Vous avez collaboré avec une équipe d'animatrices, une équipe féminine. Du coup, comment s'est passée cette collaboration ? Ça a été une très belle expérience en fait. Pas toujours facile, hein, comme voilà, il a fallu je pense qu'il a fallu qu'on s'apprivoise un peu les unes les autres, qu'on voit
aussi comment travailler ensemble avec des méthodes qui n'étaient pas toujours les mêmes au départ. Et je pense qu'il y a aussi des gens que j'ai un petit peu formés à cette technique. Il y avait une des animatrices, Lucie Sunkova, qui était la seule à avoir déjà réalisé un film en peinture animée. Et il y avait quelques étudiantes qui connaissaient aussi ou qui avaient abordé cette technique. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu une part de formation. Et on a travaillé quand même, elles ont travaillé 18 mois sur l'animation. Et la plus grosse partie de l'animation a été faite effectivement en République tchèque. Finalement, c'est un film assez triste, mais avec de l'espoir à la fin. Je pense que c'est un film qui porte de l'espoir parce que, en fait, le film commence c'est raconté par une voix off qui est la voix du personnage principal qui a vieilli et dont on comprend qu'elle a continué à peindre, et on le comprend d'autant plus que la première image du plan, c'est l'atelier d'une femme qui va raconter son histoire à travers le carnet qu'elle a dessiné quand elle était jeune. Donc on sait que cette femme, elle s'en est sortie, et puis qu'elle a pu faire le métier qu'elle rêvait de faire, en l'occurrence de la peinture. Donc voilà, on sait que l'histoire se termine bien d'une manière ou d'une autre. L'avantage de travailler pour la rédaction française de Radio Prague International, c'est de rencontrer des Tchèques installés dans des pays francophones. C'est le cas, de Madame Helena Krulichová, rencontrée à Paris cette année. Elle s'était mariée à Prague en 1953 avec le futur leader kurde Abdulrahman Gassemlou, venu y faire ses études. Elle a épousé la cause kurde en même temps que son mari et a vécu par la suite dans la clandestinité avec lui et leurs 2 filles en Iran et en Irak, avant de revenir à Prague, puis finalement de se faire expulser et de s'installer en France, où elle réside donc encore aujourd'hui. C'est de Paris qu'elle a appris que le docteur Gassemlou, chef du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, le PDKI, figurait parmi les victimes des assassinats ciblés dans la capitale autrichienne, où il était venu pour des soi-disant négociations initiées par Téhéran. De Vienne, les principaux suspects de ces assassinats ont pu regagner l'Iran. Voici un extrait de l'entretien que nous a accordé en septembre dernier Helena Krulichová. Merci. Principal dirigeant des autonomistes kurdes, Abdulrahman Gassemlou, assassiné à Vienne. Il était en réunion dans un appartement avec 3 membres de son parti lorsque des hommes ont fait irruption et ont tiré sur eux à bout portant. C'est au cours d'une rencontre entre 2 organisations kurdes que la fusillade aurait eu lieu. Gassemlou, chef du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, luttait contre le gouvernement iranien pour l'autonomie du peuple. Dans son premier film, plutôt remarqué sur son histoire familiale, le cinéaste français d'origine iranienne, Kéron, rendait hommage à Abdulrahman Gassemlou, qui avait aidé ses parents et lui-même petit à fuir le régime des mollahs. J'ai lu quelque part que vous aviez dit à votre mari de ne pas se rendre à Vienne ce jour-là. Je l'ai même écrit dans mon livre. C'était un fait que la dernière fois que je l'ai vu, un jour avant son départ à Vienne, seulement à ce moment-là, il m'a dit où il partait, à cause de quoi il partait. Et moi qui ai été élevée dans un pays où la religion était strictement séparée de l'État, je savais que la religion était vraiment, comment dirais-je, pas la religion, mais les représentants de la religion. Ce sont des gens qui ont de la pensée vraiment tordue. Alors j'en ai parlé à mon mari. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses? C'est maintenant qu'il était convaincu que maintenant, après la mort de Khomeini, les Iraniens voulaient vraiment régler le problème kurde. Je lui ai dit non, ils veulent pas résoudre le problème, ils veulent ta tête. Et comme toujours, il me disait, mais tu dramatises, tu exagères, tu es super sensible au exagérément, tout ça. Je dis, mais non, n'y va pas. Bye bye. Il m'a fait bye bye et c'est fini. Donc, c'est la façon de penser d'un leader et d'un ancien tchèque
ça diffère. Ben voilà, je n'aime pas beaucoup penser à ça. Vous étiez marié, vous parlez de religion, vous-même, même si lui était le fils d'une Assyrienne chrétienne et d'un musulman sunnite, vous avez dû vous convertir symboliquement pour vous marier, vous vous souvenez? Je m'en fichais totalement, parce que lui, il était musulman, non-croyant, moi j'étais chrétienne, non-croyant. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si c'est la condition de deux jeunes amoureux? C'est pas grave. Hein? Qui étaient vos témoins à l'ambassade d'Iran à Prague? Il y avait deux, je pense que c'était le clerc de l'ambassade et monsieur le ambassadeur. Je comprenais rien. J'étais là, j'avais 18 ans. Ils parlaient entre eux. Après, c'était fini, on s'en allait. C'était au mois de mai, 2 mois après, j'étais enceinte. Et votre mari, Abdulrahman Gassemlou, est reparti? Il est reparti en Iran. Il était déjà membre de Parti Today, déjà actif dans la politique. Moi, je lui ai promis de ne pas l'empêcher de le faire. Donc, c'était mon devoir. Alors, vous avez accouché seul à Prague. Oui. Puis, vous êtes arrivé à Téhéran en 1953. Comment a été le passage de la Prague des années très sombres du début des années 50 à la Téhéran de 1953? C'était comment, la transition? Mais c'était extraordinaire, parce que à Prague, les rues étaient sombres, les gens étaient pas souriants, tout était un peu triste. Est-ce que vous-même étiez suivi par la STB? Je pense pas. Non. Non, mais j'ai commis une grande faute sans le savoir, parce que avant mon départ, je suis allée chercher à Bartolomeiska, vous savez ce que c'est, un document. La rue Bartolomeiska, siège de la police STB, tristement célèbre dans cette rue. Là, il y a un monsieur qui m'a accosté en me parlant. Il savait que je partais en Iran, tout ça, et qu'il y a des Tchèques en Iran. Et si je pouvais leur informer si l'un de ces ou quelques des Tchèques là-bas était tombé à un problème. Alors je me disais, mais bien sûr, oui, pourquoi je ne pas leur dire qu'il y a un Tchèque qui a besoin d'aide, hein? Et quand je suis arrivée à Téhéran, j'en ai parlé à mon mari, juste comme ça, parce qu'il parlait et il partait rencontrer quelqu'un, un Tchèque. Je lui ai dit, mais tu lui demandes qu'il y a des problèmes, parce que je peux appeler à l'aide. Il n'était que 3 ans plus âgé que moi, mais il savait beaucoup plus que moi. Alors, il m'a dit que, est-ce que tu sais que tu as signé une collaboration avec le STB tchèque? Alors là, j'étais vraiment, vraiment malheureuse. Et ça a duré longtemps avant que j'ai oublié. C'était Helena Krulichová ou Hélène Krulich de son nom adapté en français. Et c'est ainsi que se termine le best-of de l'année 2021 de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de nous être fidèles. Et surtout, nous vous souhaitons tous et toutes une très bonne année 2022. Šťastný Nový rok. Ahoj, à bientôt.